prochaine, il y aura 2 exposés, un petit peu de rattrapage sur l'appropriation des connaissances, un exposé sur la Grèce antique que j'ai demandé à Vincent Azoulay, qui est un grand spécialiste de la Grèce antique, donc la Grèce antique et la démocratie. Et puis moi, je ferai l'exposé que je n'ai pas fait cette année sur la manière dont la représentation a été mise en œuvre en France en particulier. On verra que c'est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine et que la question de la représentation n'est toujours pas réglée en fonction de toutes les connaissances que nous avons eues cette année avec Rousseau, avec Castoriadis. Et donc, nous pourrons ensuite aborder l'actualité de la démocratie. Alors, l'actualité de la démocratie, en essayant de faire appel à des militants qui ont déjà concrètement mis en œuvre cette démocratie dans des tout petits îlots, comme nous l'avons fait pour Copernic, pour Commercy, pour les Gilets jaunes de Commercy, et nous ferons appel à des militants CGT, des militants CFDT et d'autres. Donc, si c'était possible, d'élaborer ensemble ce programme dès le 29 juin. Tout de suite, je vais laisser la parole à Martine Bovici sur Hannah Arendt. Euh, Merci Michel. Et alors bonjour à je ne sais pas qui. Je vais dire tous et toutes parce que je suppose que il y a des uns et des unes parmi vous. C'est un exercice un petit peu saugrenu pour moi, mais bon, je vais m'y prêter. Je vais essayer de faire au mieux. Donc, voilà, en fait, je vous dis tout de suite que je lis un texte. J'essaierai de vous regarder le plus souvent possible, mais je ne peux pas faire autrement que lire. Donc, je vais commencer par lire ce que j'ai préparé pour ce séminaire. Alors, je vais essayer de rattacher mon propos à certains aspects de la pensée politique, de certains aspects de la pensée politique d'Arendt, donc de les rattacher à la problématique de Michel dans l'article d'AOC qu'elle nous a transmis. Et pour cela, je voudrais commencer par situer la pensée politique d'Arendt. Disons, pour aller vite, que son horizon est à la fois celui du totalitarisme, c'est-à-dire à la fois nazi et stalinien, mais c'est aussi celui de la société moderne des années 60, américaine en particulier, qui est caractérisée comme une société de consommation de masse, arrivée à un certain degré de bien-être et caractérisée par le déploiement de la technologie ainsi que par le conformisme. Concernant le totalitarisme, dans l'ouvrage qui s'intitule Les origines du totalitarisme, publié en 1951, il faut rappeler avec Miguel Abensour que pour Arendt, le caractère essentiel de la domination totalitaire n'est pas la réalisation d'un tout politique ou d'une politisation à outrance. En adoptant comme principe de mouvement l'idéologie et la terreur, ce nouveau type de domination, apparu au XXe siècle, vise à détruire méthodiquement la spontanéité humaine comme source de la liberté, ce qu'il ne réalise pleinement que dans les camps. En cela, le totalitarisme consiste à détruire la politique dans la mesure où il nie le fait fondateur de la politique, c'est-à-dire la pluralité humaine. Contre la haine de la politique induite par l'idée que le totalitarisme serait au fond la vérité de la politique, Arendt pense au contraire qu'il faut redonner sa dignité à la politique. D'où le projet de Conditions de l'homme moderne, The Human Condition, publié en 1958, de montrer que l'action, c'est-à-dire le type d'activité que la politique met fondamentalement en œuvre, et qu'Arendt différencie de deux autres types d'activités, à savoir le travail et l'œuvre, l'action donc actualise directement une des conditions de la condition humaine universelle, à savoir la pluralité. Pour aller vite, cela nous indique qu'il n'y a d'action qu'à plusieurs. Mais si c'est cela que le totalitarisme a cherché à éradiquer, il n'est pas sûr que dans le monde non totalitaire,
la politique soit encore possible et que vivre dans une démocratie de masse soustraite à la terreur soit une condition suffisante pour nous faire échapper à l'impuissance. Surtout lorsque la société est travaillée par des processus qui, pour être économiques, n'en présentent pas moins des caractères qui s'apparentent à des processus naturels ou vitaux, qui franchissent de plus en plus de limites depuis la phase initiale d'accumulation du capital et d'expansion de la productivité jusqu'à nos jours. Sur ces sujets, c'est Étienne Tassin, un philosophe spécialiste d'Hannah Arendt, malheureusement décédé il y a peu. C'est donc lui qui a analysé en termes arendtiens la globalisation économique contemporaine comme un processus de domestication et de privatisation généralisée du monde, tel que la logique de profit transforme tout en biens de consommation et d'échange. L'une des grandes préoccupations d'Arendt est la dénonciation de l'hubris et le souci des limites. Alors, on peut dire que la différence entre l'époque d'Arendt et la nôtre est que dans les années 60, les processus d'expansion économique pouvaient apparaître sans limite, alors qu'aujourd'hui, je cite Tassin, la planète que l'humanité a aménagée, transformée et tellement exploitée pour sa vie qu'elle en est parvenue aujourd'hui, paradoxalement, enfin, elle est transformée et tellement exploitée qu'elle en est parvenue aujourd'hui, paradoxalement, à mettre en péril son équilibre et donc les conditions de sa survie. Et effectivement, Étienne Tassin, si cet accident ne lui était pas arrivé, aurait certainement continué à travailler sur la manière dont on peut reprendre certains aspects de la pensée d'Arendt pour penser la question écologique aujourd'hui. Alors moi, je ne vais pas du tout là m'orienter de ce côté-là. J'ajouterais, avant de vous présenter plus précisément ce dont je vais vous parler, que pour Arendt, l'âge moderne ne doit pas seulement s'analyser à partir de ses tendances. Il fut aussi le théâtre d'un phénomène inconnu jusqu'au XVIIIe siècle, à savoir les révolutions qui se sont produites en Amérique de 1975 à 1887 et en France de 1789 à 1799. Dans l'essai sur la Révolution, publié en 1963, Arendt y repère les expériences qu'elle appelle les expériences de liberté qui eurent lieu tant aux États-Unis qu'en France. Elle le fait à partir des discours tenus par les principaux acteurs qui sont consignés dans les documents, les déclarations, les mémoires, et qui, bien que traversés par de nombreux clichés, sont pour elle directement issus de l'expérience et lui semblent correspondre à la conception de la politique dont elle a posé les jalons dans Conditions de l'homme moderne, Human Condition, augmentée d'une autre notion qui apparaîtra dans certains articles de la crise de la culture, à savoir la notion d'autorité. Je note tout de suite que ce qu'elle développe dans l'essai sur la Révolution est en continuité directe avec un texte plus ancien, consacré celui-là à la Révolution hongroise de 1956, et ce fut le dernier chapitre de l'édition de 1958 dans des origines des origines totalitarisme. Alors, pour venir maintenant à l'article que Michel nous a transmis, il y est question, entre autres, je la cite, de l'évolution contemporaine des techniques et des technologies, de la force des choses qui l'a emporté depuis longtemps, de l'autodestruction de l'humanité, de la destruction systématique de la planète. Alors là, une fois encore, c'est en reprenant les travaux d'Étienne Tassin, on pourrait tout à fait montrer comment, du point de vue arendtien, ces conditions objectives continuent à déposséder, comme dit Michel, les citoyens de leur pouvoir d'agir. Moi, je vais plutôt m'appuyer sur une autre phrase de l'article de Michel, qui est la suivante. Pendant les 30 glorieuses, qui correspondent effectivement, et c'est moi qui rajoute, qui correspondent effectivement à la période de conditions de l'homme moderne, on avait oublié, je reprends le texte de Michel, on avait oublié le sens du mot liberté comme l'expérience de l'émancipation de tous ceux qui se battaient pour son plein exercice, entendu comme pouvoir d'agir dans tous les domaines, aussi bien de simples prolétaires, des femmes, des travailleurs socialistes, des libertaires comme des communistes. Un peu plus loin,
Il est vrai que nos représentants sont les héritiers directs d'une république qui, dès la fin du XIXe siècle, délibérément rejeta les espoirs de la République démocratique et sociale. » Fin de citation. Alors, pour étayer ce passage, c'est un petit peu ce que je me propose de faire aujourd'hui, je vais me baser surtout sur le dernier chapitre de l'essai sur la Révolution et sur le texte à propos de la Révolution hongroise de 56, mais aussi, vous le verrez, de passages de Conditions de l'homme moderne. Mais les textes de l'essai sur la Révolution attirent l'attention sur l'ébauche d'une nouvelle forme de gouvernement apparue pendant les révolutions modernes du XVIIIe au XXe siècle, ce qu'elle appelle le système des conseils, issu de la constitution spontanée d'organes populaires, nommés selon les lieux, assemblée municipale dans la Révolution française, la Révolution américaine, club, société, section dans la Révolution française, commune pendant la Commune de Paris, ou conseil dans les révolutions russes et allemandes, soviètes, Räte et dans la Révolution hongroise. On retrouve, d'après Arendt, dans toutes ces institutions spontanées, le même esprit révolutionnaire. Mais le point commun entre elles fut aussi qu'elles ont été supplantées, voire éliminées parfois par une répression féroce, comme ce qui est arrivé après la Commune de Paris, non pas par la contre-révolution, mais par les États issus de ces révolutions. En France et en Allemagne, c'est un système de partis qui fut mis en place, et dans toute l'Europe, et même aux États-Unis, qui est pourtant, selon Arendt, un cas à part, et en URSS, ou plutôt en URSS, ce fut la dictature du Parti communiste, et en Hongrie, l'intervention militaire de l'URSS. Alors, je vais vous lire, pour commencer, un petit passage du texte sur la Révolution hongroise, qu'on trouve dans l'édition Quarto dans l'édition Quarto dans une édition Quarto Totalitarisme et Eichmann à Jérusalem, et on lit ceci. En Hongrie, nous avons vu la création simultanée de toutes sortes de conseils, chacun d'eux correspondant à un groupe qui existait précédemment et réunissait des gens qui avaient l'habitude de vivre ensemble ou se rencontraient régulièrement et qui se connaissaient les uns les autres. Ainsi, des conseils de quartier ont surgi de la seule réalité d'une vie menée en commun avant de devenir des conseils de district et autres conseils territoriaux. De point, des conseils révolutionnaires ont trouvé leur origine dans le combat mené en commun. Des conseils d'écrivains et d'artistes, a-t-on envie de dire, sont nés dans les cafés, des conseils d'étudiants et de jeunes à l'université, des conseils de soldats à l'armée, des conseils de fonctionnaires dans les ministères, des conseils d'ouvriers dans les usines et ainsi de suite. Au sein de chaque groupe disparate, la formation d'un conseil, et c'est ça qui est important, a transformé une coexistence de pur hasard en une institution politique. Et elle ajoute, les élus étaient des communistes et des non-communistes. Les directives des partis ne semblent pas avoir joué le moindre rôle, le seul critère étant, comme le dit un journal, qu'il n'y en ait pas un qui abuserait de ses pouvoirs ou qui ne penserait qu'à sa situation personnelle. Fin de citation. Alors, deux choses me frappent par rapport à la citation de Michel. La première, c'est que certes, le pouvoir d'agir se manifeste dans la rue, c'est-à-dire ce sont les manifestations, les occupations, etc. Mais si elles sont rejointes par des individus en masse, le pouvoir d'agir s'organise aussi à partir de groupes qui existaient précédemment, mais qui changent de nature. Elle écrit, ce sont donc c'est une coexistence de pur hasard qui est transformée en institution politique. Et Arendt note aussi que ce qui s'ébauche est ce qu'elle appelle un système, c'est-à-dire des modalités de coordination des conseils. Elle écrit à la page suivante, ce qui frappe le plus dans la Révolution hongroise, ce n'est pas seulement que le principe du système des conseils se soit manifesté de nouveau, c'est que ce système ait pu manifester de la sorte, en 12 brèves journées, un large éventail de ses potentialités. À peine venait-on d'élire au suffrage direct les membres des conseils,
que ces tout nouveaux conseils prenaient la liberté de se coordonner entre eux pour choisir en leur sein les délégués qui constitueraient les conseils de niveau plus élevé jusqu'au Conseil national suprême, l'analogue d'un gouvernement normal. Bon. Alors, en d'autres termes, ce que font aussi les conseils, c'est qu'ils tentent d'inventer un type de république qui est fondé, dit Arendt, sur le droit d'être copartageant au gouvernement et non pas sur le pouvoir d'un seul, comme en monarchie. Et pour Arendt, ce droit est tout simplement synonyme de liberté. Alors, la deuxième remarque que je voudrais faire, Michel parle de pouvoir d'agir dans tous les domaines, c'est-à-dire dans les lieux de production, ce qui en Hongrie correspond aux conseils ouvriers. Et on va retrouver la même thématique dans l'essai sur la Révolution, et avec cette thématique, un doute exprimé par Arendt de la capacité de ces conseils à exercer des fonctions économiques. Les arguments qu'elle donne ont souvent été contestés et on peut les rapprocher de la façon dont elle questionne les effets politiques négatifs à ses yeux de l'émergence de la... Pardon, on peut les rapprocher de la façon dont elle questionne les effets politiques négatifs à ses yeux de l'émergence de la question sociale dans la Révolution française. Alors, dans un livre qui s'appelle Commun, Essai sur la Révolution au XXIe siècle, Pierre Dardot et Christian Laval, contrairement à beaucoup d'autres, ne se jettent pas d'emblée sur ces formulations d'Arendt pour les dénoncer, mais ils reconnaissent au contraire la valeur de la distinction arendtienne du politique et de l'économique, et ils disent qu'il s'agit là, je les cite, du renversement complet du mythe d'une dissolution du politique dans l'économique, vieil héritage de Saint-Simon, que l'on retrouve dans le proudhonisme comme dans le marxisme. Alors on sait que Miguel Abinsour tenait lui aussi à affirmer la spécificité du politique, tant par rapport à l'économique qu'au phénomène de la domination en général. Mais de leur côté, Dardot et Laval s'écartent d'Arendt lorsqu'ils affirment, je les cite, que non seulement la République des conseils n'abolit pas le politique, mais elle en réalise l'extension à tous les lieux de l'agir en commun, dont les usines. Et pour explorer ce point, ils font appel à Castoriadis. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas assisté à la séance du séminaire sur Castoriadis. Peut-être que ça va, peut-être que ce que je dis là va faire écho à quelque chose qui a été dit à partir de Castoriadis. Personnellement, j'aime bien cette idée d'une extension du politique dans l'économique qui ne dissoudrait pas le politique dans l'économique, comme par exemple l'anarcho-syndicalisme. Mais je pense cependant que certaines des réserves d'Arendt ne manquent pas d'intérêt. Alors en fait, je ne vais pas du tout avoir le temps. Je me suis un petit peu étendue sur cette question parce qu'elle est effectivement très importante, mais je ne vais pas du tout avoir le temps de la travailler. Peut-être que ça va surgir dans la discussion, mais disons que je vais la laisser de côté pour surtout travailler le premier point que j'ai évoqué à partir de la citation de Michel. Alors, je vous propose en fait trois points. Le premier, non, deux points en fait. Le premier, en fait, il est constitué de deux points. Enfin, il s'appellerait action et pouvoir, et avec un premier point sur l'action, un autre point sur le pouvoir, mais évidemment, on va voir que tout ça est lié. Et un autre point sur les conseils, dans lequel justement je vais essayer de soulever quelques problèmes soulevés par Arendt à propos de la représentation. Donc ça va aller être dans le sens de ce que Michel veut aborder l'année prochaine. Alors, premier point, donc, l'action. Et là, je vais surtout me fonder sur ce que l'on peut lire dans le chapitre 5 de Conditions de l'homme moderne, qui s'intitule justement l'action. Donc, j'ai dit tout à l'heure que l'action, pour Arendt, était l'actualisation de la pluralité humaine. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça.
Et ça va nous permettre peut-être de saisir la spécificité d'Arendt par rapport à d'autres théories de l'espace public ou de la délibération publique. Je vais vous citer là un passage de Conditions de l'homme moderne, donc dans le chapitre 5, et qui dit ceci. Si l'action en tant que commencement correspond au fait de la naissance, si elle est l'actualisation de la condition humaine de natalité, la parole correspond au fait de l'individualité, elle est l'actualisation de la condition humaine de pluralité qui est de vivre en être distinct et unique parmi des égaux. Fin de citation. Donc, si vous voulez, la notion de condition, qui fait le titre de l'ouvrage, The Human Condition, est en fait, donc la condition humaine, est en fait une démultiplication de conditions. La condition du travail, c'est la vie. La condition de l'œuvre, c'est le monde. Donc là, on n'a pas trop le temps d'expliquer ce que ça veut dire. Mais la condition de l'action, c'est deux conditions humaines, c'est-à-dire c'est la natalité, c'est-à-dire le fait que les hommes naissent. Hein, et en ça, Arendt est très comment dire, elle s'écarte complètement de la tradition de la philosophie pour qui les hommes sont des mortels. Pour Arendt, les hommes sont des commenceurs parce qu'ils apparaissent au monde en naissant. Et d'autre part, alors ça correspond plutôt à l'action, c'est ce que l'action actualise, mais la pluralité est actualisée, dit-elle, par la parole. Et il faut mettre cela en rapport avec l'idée, ce qu'on retrouve toujours chez Arendt, qui consiste à dire que l'action est toujours parole et action, avec des traits d'union entre parole et action. Alors, je vais commencer par justement la parole. Elle écrit ceci. Il n'y a pas d'activité humaine qui ait autant que l'action besoin de la parole. Ça veut dire que quand les hommes, alors je vais dire les hommes au sens, parce que je ne vais pas répéter à chaque fois les hommes et les femmes, il est entendu, si vous voulez, que quand je dis les hommes, j'entends les hommes et les femmes, hein, et que à l'époque, si vous voulez, quand Arendt écrivait, eh bien, elle écrivait les men, les hommes. Bon, donc je tiens à préciser ça d'emblée, voilà. Donc, quand les hommes, on peut dire d'ailleurs les hommes et les femmes, comme ça sera clair. Donc, quand il et elle s'assemblent pour agir, un espace d'échange ou de discussion à plusieurs apparaît entre eux et elles à propos de quelque chose d'extérieur à cet espace. Et ce quelque chose d'extérieur, ce sur quoi porte la parole, c'est ce qui est commun à tout un chacun, mais tout un chacun a une vue différente sur le commun qui nous rassemble, c'est-à-dire un objet sur lequel nous nous donnons, sur lequel nous allons discuter ensemble, ou quelque chose du monde qui nous apparaît et sur lequel nous allons échanger des opinions, etc. Alors, si vous voulez, ce qui est important, c'est que il ne s'agit pas ici de dialogue. Hein. Le dialogue, c'est comment dire, un logos à deux, mais il s'agit d'un espace public parce qu'on ne s'adresse pas dans cet espace à l'un ou l'une en particulier, mais à tous. Alors, quand on est dans l'action, cet extérieur, cette extériorité, cet objet, si vous voulez, peut concerner toutes sortes de choses. Ça peut être ce qu'on va faire. Alors, est-ce qu'on fait une manif? Est-ce qu'on fait une occupation? Est-ce qu'on fait un sit-in? Est-ce qu'on fait autre chose, hein? Mais ça peut être aussi comment on analyse la situation, comment on monte en généralité, etc. Or, ce qui compte ici, c'est pour expliquer en quoi la parole correspond et l'actualisation de la condition humaine de pluralité, ce qui compte ici, c'est que cet espace de parole
n'a pas d'autre condition que la pluralité dans laquelle chacun et chacune est engagé. Et cette pluralité n'appartient à personne parce que, ou plus exactement, cet espace n'appartient à personne parce qu'il se produit entre les participants sans que il se produit entre les participants, excusez-moi. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, premièrement, que la pluralité n'est pas une simple juxtaposition d'individus, mais qu'elle est une mise en relation entre eux. Et ça veut dire, deuxièmement, que personne ne peut décréter, fabriquer cet espace. Ça veut dire aussi que la condition de pluralité est sous-jacente, c'est-à-dire au fond, elle est toujours là. Mais pour Arendt, c'est dans l'action qu'elle s'actualise, c'est-à-dire c'est qu'elle se révèle directement. Ça, c'est un premier point. Mais c'est un premier point qui pourrait, si vous voulez, rattacher Arendt à toutes sortes de théories de la délibération, de la discussion. Je pense par exemple à la rationalité communicationnelle de Jürgen Habermas ou d'autres théories comme celle-là. Ce qu'Arendt apporte dans ces théories, si vous voulez, c'est que pour elle, cet espace est aussi un apparaître, une visibilité, une audibilité, si vous voulez, des uns aux autres. Parler publiquement, c'est se manifester aux autres. C'est-à-dire, c'est se distinguer soi-même dans cet espace pluriel. C'est montrer et faire entendre qui je suis, sans trop savoir d'ailleurs, c'est-à-dire ma singularité, hein, mais sans trop savoir exactement ce que c'est que cette singularité qui s'expose quand je parle avec les autres, parce que c'est eux qui perçoivent cette singularité. La pluralité est définie alors ainsi par Arendt, c'est la paradoxale pluralité d'êtres au pluriel unique. Et ceux-ci, ces êtres, vivent en êtres distincts et uniques parmi des égaux. En d'autres termes, l'engagement dans une action avec d'autres est un engagement de soi-même. Il a un caractère existentiel pour Arendt. Alors, on va exprimer une opinion, c'est-à-dire la façon dont le monde qui nous est commun nous apparaît, mais aussi on va, quand on est comme ça exposé, quand on s'expose dans l'espace public, dans la discussion avec les autres, on va chercher à faire valoir cette opinion de la meilleure manière possible. Et on dit souvent effectivement que l'action révèle des personnalités. C'est-à-dire qu'une personne qui jusque-là ne se manifestait pas, écoutait, etc., va se surprendre elle-même à oser prendre la parole, à se lancer dans la parole, à avoir le courage de parler. Elle va, cette personne, prendre plaisir à être écoutée et à s'exprimer aussi. Et ce plaisir, en fait, est impossible à connaître dans la sphère privée. C'est véritablement un plaisir spécifique que nous ne pouvons vivre que en nous lançant dans l'action avec d'autres, dans les discussions avec d'autres, dans un groupe qui cherche à agir. Ça veut dire aussi qu'il y a des rivalités, il y a peut-être, il y a toujours d'ailleurs des conflits d'opinion, comment dire, de l'agressivité, des énervements, mais pas seulement. Ça veut dire que l'espace public ici n'est pas justement l'espace adouci du dialogue. Mais ça ne veut pas dire pour autant, en principe tout du moins, que ce désir d'exceller, ce désir au fond que nous pouvons ressentir d'être au meilleur de nous-mêmes en présence des autres, que cela soit identifiable à un désir de domination. Donc ça, c'est un premier point concernant disons, la phrase selon laquelle la parole est l'actualisation
de la condition humaine de pluralité et elle correspond au fait de l'individualité. Alors, là, le deuxième aspect de l'action chez Arendt, qui là aussi la différencie d'autres théories de l'espace public, hein, c'est que, parce que après tout, il y a d'autres espaces de parole que celui qui constitue l'action. Il y a des débats, il y a des débats où les gens voilà, sont confrontés, discutent, formulent des opinions, etc., etc. Mais lorsqu'il s'agit d'action, l'actualisation de la pluralité est intimement liée à une autre condition qui est celle de la natalité. Pourquoi? Parce que agir, et c'est le sens étymologique du mot, c'est prendre une initiative, c'est commencer, faire surgir quelque chose de nouveau, comme si se rejouait à chaque fois le fait, disons, ontologique, qu'avec chaque naissance, quelqu'un de nouveau apparaît dans le monde. Et de même que la naissance de chacun d'entre nous a été quelque chose d'improbable et d'imprévisible, et de même que la naissance de chaque enfant est une promesse de nouveauté, eh bien, de même, écrit Arendt, le fait que l'homme est capable d'action signifie que de sa part, on peut s'attendre à l'inattendu, qu'il est en mesure d'accomplir ce qui est infiniment improbable. En d'autres termes, il y a toujours quelque chose d'irruptif dans l'action et même de rare, ce qui fait que l'action enfin, est distincte de nombreuses situations où nous nous comportons plus que nous agissons. Et comme le dit Miguel Abensour, commentant Arendt, en plus du langage, l'action contient ce qu'il appelle l'impetus, l'élan mystérieux du commencement. Comme si, au fond, quand nous agissons, nous mettons en contact avec ce qui, au fond, est là en nous depuis le début de notre vie, c'est-à-dire euh, l'impulsion à commencer quelque chose de nouveau. Alors, voilà, si vous voulez, pour la conception, enfin une partie de la conception de l'action selon Hannah Arendt, mais on doit la compléter par un autre aspect qui est la question du pouvoir. Alors, la phrase que je vais retenir pour développer ce point, c'est que le pouvoir, dit Arendt, jaillit entre les hommes lorsqu'ils agissent ensemble. Alors, il y aurait une autre idée que je ne vais pas développer avec l'action, qui est que l'action déclenche aussi des conséquences qui ne sont pas prévisibles et qui dépassent les intentions des acteurs. Mais moi, là, je vais simplement reprendre le fait que l'action suppose la présence des participants et pour qu'elle soit politique, il faut qu'elle ait une certaine durabilité. C'est-à-dire très simplement, l'action politique, ça n'est pas, voilà, on s'assemble une fois et puis après tout le monde rentre à la maison. Parce que il faut qu'il y ait une durée de l'action qui dépasse le moment, qui dépasse un jour, si vous voulez, pour aller vite. Et c'est pour ça l'action pour Arendt est indissociable de la notion de pouvoir. Parce que l'espace d'apparence qui s'instaure entre les hommes dans l'action consiste, dit-elle, en un certain mode d'être ensemble, ce qu'elle appelle en anglais une togetherness, ou encore dans la version allemande, ça correspond à quelque chose comme une tenue ensemble, Zusammenhalten, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tient les gens ensemble, et c'est ce qu'elle appelle le pouvoir. Alors, il faut pas le pouvoir, c'est-à-dire, hein, d'abord, ce n'est pas la domination, justement, des uns sur les autres ou de l'un sur l'autre. Le pouvoir, pour Arendt, ça n'est pas un pouvoir sur d'autres, mais c'est, je dirais,
l'unité d'une pluralité qui ne l'abolit pas. Elle écrit ceci, le pouvoir n'est pas une propriété individuelle. C'est-à-dire, c'est pas, au fond, un individu n'a jamais de pouvoir. Seul le pouvoir émerge de la pluralité ou d'un groupe en tout cas. Elle continue, le pouvoir appartient à un groupe et continue de lui appartenir aussi longtemps que ce groupe n'est pas divisé. Par exemple, cette, enfin, cet être ensemble s'abolit quand le groupe commence à se diviser en factions déterminées à l'extérieur de l'Assemblée, c'est-à-dire quand vous avez dans une assemblée des gens d'une organisation politique qui viennent et qui noyotent l'assemblée pour faire en sorte, pour donner les bons mots d'ordre et pour faire en sorte que, voilà, une majorité des participants les suivent. Mais il arrive aussi que les assemblées se divisent en deux groupes antagoniques enfin de plus en plus irréconciliables et qui vont instaurer ainsi une contrainte sur l'expression des individus dans le groupe. Et effectivement, la préservation de l'unité comme unité d'une pluralité est liée à la qualité de la parole et de l'action qui ont lieu dans ce groupe. Je la cite, le pouvoir n'est actualisé que lorsque la parole et l'acte ne divorcent pas, lorsque les mots ne sont pas vides, ni les actes brutaux, lorsque les mots ne servent pas à voiler des intentions, mais à révéler des réalités, lorsque les actes ne servent pas à violer et à détruire, mais à établir des relations et créer des réalités nouvelles. Donc, si vous voulez, lorsque tout cela se défait, eh bien, le groupe va se dissoudre et le pouvoir disparaître. Alors, un autre nom du pouvoir pour Arendt, c'est l'organisation, c'est-à-dire euh, l'organisation, c'est le nom du lien instauré par le pouvoir et seul un groupe organisé est doté de pouvoir. C'est la raison pour laquelle un petit nombre organisé peut avoir du pouvoir, alors qu'un grand nombre, une masse désorganisée, peut en être totalement dépourvu. Et dans toutes ces analyses, il est clair qu'il s'agit ici d'auto-organisation hein, et non pas d'une organisation qui viendrait de l'extérieur. Mais il faut aller un petit peu plus loin avec cette affaire de pouvoir. Parce que, d'un côté, comme le dit Arendt, le pouvoir retombe dès que les hommes se dispersent après avoir agi. Parce qu'effectivement, pour qu'il y ait pouvoir, il faut qu'il y ait rassemblement. Hein. Mais d'un autre côté, le pouvoir se distingue de l'action parce qu'il survit à l'action d'une certaine façon. Grâce, grâce à l'organisation que le groupe se donne hein, et qui est un petit peu enfin, qui est comme une constitution, qui fait que là, le groupe obtient, si vous voulez, une, une permanence dans un sens. Donc, on peut dire que le pouvoir est l'unité d'un groupe qui l'empêche de se disperser après le temps de l'action, parce que l'action est éphémère et que le pouvoir a un rapport avec la durée. Alors, cela dit, que faut-il pour qu'un pouvoir ne se dissolve pas, même s'il n'est attaqué par aucune force supérieure? Et là, Arendt rencontre une force qui va être distincte à la fois de l'espace des apparences et de l'organisation qui le conserve, l'organisation qui tend vers, je dirais, l'élaboration d'un droit, l'élaboration de règles, hein, c'est-à-dire toutes les règles, effectivement, que l'on trouve dans tous les groupes. Tous les groupes organisés avec je sais pas moi, des temps de parole, des dates de réunion, etc., etc. C'est-à-dire que c'est tout ce qui structure effectivement un rassemblement d'acteurs et d'actrices.
Mais là, il y a une force qui est à l'œuvre qu'Arendt appelle la force de la promesse mutuelle. C'est-à-dire l'instauration d'un nous qui va finir par s'exprimer dans un contrat. Alors ici, Arendt a en vue une dimension fondamentale de la politique euh, qui a été découverte par les Romains, par les Grecs aussi, et par les Hébreux, à savoir, c'est le problème de la dimension de la loi hein, qui provient de là. Mais je pense qu'on peut détecter cette force au niveau le plus élémentaire des groupes d'action. Parce que la force qui assure la cohésion et la persistance d'un groupe auto-organisé, ça n'est pas une contrainte violente, ça n'est pas non plus une obligation juridique générale quand on est dans un état de droit. Euh, mais ça n'est pas non plus l'énergie qui va se libérer au cours de l'action. Hein. Cette force, je dirais que c'est un engagement mutuel implicite qui se vérifie lorsque ceux qui participent ne se contentent pas d'être là une fois, mais que, sans que personne ne l'y force, le fait continuer à se joindre aux autres lorsqu'une action est commencée, lui fait confirmer jour après jour qu'il s'est engagé avec les autres dans un dessein concerté. Et je dirais que tant que cette promesse est tenue, tant que l'on continue de venir et de participer, la force sans laquelle le pouvoir issu de l'action se dissout, pardon, la force sans laquelle le pouvoir issu de l'action se dissout, se maintient aussi. Hein, si vous voulez, c'est tout le problème qu'on voit en particulier dans les assemblées, dans les AG d'étudiants, hein, où voilà, au début tout le monde est là, et puis petit à petit, eh bien voilà, il ne reste plus que comment dire, une minorité, enfin, beaucoup moins de monde, et il est évident que là, le pouvoir du groupe perd en force. Hein, voilà. Donc voilà pour la, pour la question du pouvoir et de l'action. Alors maintenant, je vais aborder la deuxième partie de ce que je voulais, de ce dont je voulais vous parler ce soir, c'est la question des conseils. Et je vais là plutôt me baser sur l'essai sur la Révolution et le texte sur la Révolution hongroise. Alors, premier point, lorsqu'on lit ces chapitres, hein, on voit que Arendt retrouve ce qu'elle entend par action comme action et parole dans les moments révolutionnaires. Et ce qui accompagne ces moments, c'est ce que les Américains appellent le bonheur public et les Français la liberté publique. Alors, il y a ici au fond deux aspects, c'est-à-dire le premier, c'est le sentiment que les gens ont dans ces moments-là que quelque chose est en train de se produire qui est tout à fait nouveau, que ça commence une ère nouvelle, qu'on n'avait jamais vu ça auparavant. Et pour Arendt, il faut prendre au sérieux cet affect parce que c'est véritablement, ça correspond effectivement au fait que voilà, il y a une rupture avec ce qui existait jusqu'à présent, il y a une rupture avec les habitudes et l'idée de nouveau commencement, l'expérience de nouveau commencement est capitale selon Arendt pour toute compréhension des révolutions de l'âge moderne. Le deuxième point de la façon dont Arendt reconnaît, au fond, dans les révolutions, ce qu'elle entend par action et parole, c'est que aucune révolution n'est décrétée, en fait.
elle n'a jamais été, aucun parti, quel qu'il soit, n'a pu déclencher une révolution. Les partis, on le sait, prennent toujours le train en marche. Et justement, ils essayent de s'immiscer dans ce qui se passe pour, comment dire, pour devenir une avant-garde ou pour faire venir les gens à ce qu'ils décident en fait en dehors. Arendt dit que les hommes et effectivement les femmes aussi sont jetés quasiment par surprise dans les affaires publiques. Les moments révolutionnaires, dit-elle, sont caractérisés par une interruption de toutes les autres activités. On assiste à une explosion d'initiatives, à une profusion d'échanges et de discours passionnés, animés, où chacun fait des propositions concernant le pays, concernant ce qu'il faut faire, et va déployer toute la persuasion dont il est capable pour faire valoir son opinion mais ça ne veut pas dire qu'il ne la modifie pas aussi en fonction de l'éloquence des autres. Les révolutions, dit-elle, donnent à chacun la possibilité de réaliser un désir que tous éprouvent. Je la cite, enfin, elle cite plus exactement un mot de John Adams dans la Révolution américaine. Il s'agit du désir passionné de se distinguer, désir d'être vu, entendu, discuté, approuvé et respecté par les gens qui l'entourent et qu'il connaît. La vie publique fait éprouver à tous et à toutes, je le disais tout à l'heure, un bonheur impossible à éprouver dans aucune autre circonstance. Et dans une telle expérience, la liberté n'est pas liberté privée, mais participation aux affaires publiques. Alors, ce qu'Arendt relève aussi, c'est que il n'y a pas qu'un pouvoir au fond du peuple, hein. Il y a une multiplicité de pouvoirs. Il y a au pluriel, donc, il y a une multiplicité d'espaces d'apparence. Et là, il faudrait revenir à la critique qu'Arendt fait de l'idée du peuple comme volonté générale. Et Étienne Tassin, là, a écrit un texte extrêmement important qui s'intitule et qu'on a publié, qu'on a republié dans notre cahier de Lerne, qui s'appelle « Le peuple ne veut pas ». Alors, ces multiples espaces d'apparence, donc, sont autant d'organes d'action, sont autant de pouvoirs au pluriel qui s'organisent partout. Et cela correspond effectivement, selon Arendt, au phénomène des conseils qui sont apparus spontanément dans toutes les révolutions authentiques du XVIIIe siècle. Alors, je reprends ici un passage du texte sur la Révolution hongroise. Elle écrit à propos de l'insurrection hongroise, elle dit qu'elle présente, cette caractéristique remarquable que les actions des gens qui n'avaient ni chef ni programme préalable n'entraînèrent pas le moindre chaos. D'abord, on ne dénombra aucun acte de pillage, aucune violation de propriété de la part de cette foule de gens dont le niveau de vie était misérable et l'appétit de bien notoire. Ça, c'est bizarre, ça. Bon. Il n'y eut pas non plus d'assassinat, car dans les rares cas de pendaison publique d'agents de l'AVH, je pense que c'est un organisme issu du pouvoir dictatorial totalitaire qu'était la Hongrie à l'époque, les opérations furent conduites avec une retenue et un discernement remarquables. Alors qu'on aurait pu s'attendre au règne des foules, voilà qu'apparurent, presque en même temps que l'insurrection elle-même, les conseils révolutionnaires et les conseils ouvriers, à savoir cette même organisation qui émerge depuis plus de 100 ans, toutes les fois qu'on laisse le peuple, l'espace de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, poursuivre ses propres objectifs politiques, sans qu'un gouvernement ou un programme de parti lui soit imposé d'en haut. Alors, par rapport à cette, comment dire, à cette explosion comme ça de divers pouvoirs, de divers conseils un peu partout, Arendt est frappé de la persistance d'un autre aspect de ce phénomène. Et effectivement, l'intérêt d'Arendt pour les conseils
ne doit pas se confondre avec un éloge, disons, anarchisant plus que libertaire de la spontanéité dans la perspective seule d'une abolition de l'État. Elle y voit plutôt l'ébauche d'un nouveau type d'État, hein, ou ce qu'elle appelle une nouvelle forme de gouvernement. Ce qui l'intéresse, c'est tout autant les conseils que le système des conseils. Elle observe que, à peine les conseils auto-organisés, on voit apparaître un processus de coordination et d'intégration de conseils régionaux ou provinciaux où se recrutaient les délégués à l'Assemblée qui représentant l'ensemble du pays. Pour Arendt, il se serait agi d'un système alternatif au système des partis qui, lui, n'émerge pas de la base, mais de regroupements internes à l'Assemblée nationale. C'est ce qui s'est passé effectivement pendant la Révolution française, d'où, comme vous le savez tous, la notion de droite et de gauche, puisque c'était la position dans l'Assemblée nationale des uns à droite et des autres à gauche. Et dans ce système, le lien entre cette Assemblée et les citoyens sont établis par la représentation, c'est-à-dire par ce qu'on appelle en fait le gouvernement représentatif, qui, même aux États-Unis, est venu court-circuiter, et ça c'est Arendt qui le dit, donc bien sûr qu'il y a toute une admiration pour la Révolution américaine, mais il y a aussi beaucoup de pages où elle note les limites de la Révolution américaine. Donc, même aux États-Unis, la représentation est venue, enfin, le gouvernement représentatif est venu court-circuiter la possibilité d'un autre type de république qui s'ébauchait à partir de ses pouvoirs spontanés. Alors, ce que je voudrais un petit peu analyser dans un deuxième temps de cette deuxième partie et pour finir, puisqu'il en est question dans le texte de Michel, je voudrais aborder comment Arendt aborde les apories du gouvernement représentatif qui s'appuient sur un ou un multipartisme, apories auxquelles, d'après elle, il n'y a pas de remède. Parce que soit la représentation est un substitut de l'action directe des citoyens et elle laisse place à un espace d'action et de parole qui n'est réservé qu'aux représentants du peuple. Dans ce cas, la démocratie serait, dit-elle, un petit peu une oligarchie, dans la mesure, dit-elle, au fond, non pas où c'est le pouvoir des riches, mais dans la mesure où le bonheur et la liberté publique sont devenus le privilège du petit nombre, c'est-à-dire le privilège de ceux qui sont assemblés dans le corps législatif. Soit, c'est l'autre possibilité, la représentation restreint l'initiative des représentants en les dotant d'un mandat impératif strictement contrôlé par les mandants. Dans ce cas, d'une certaine façon, les représentants sont privés de toute action et le gouvernement se réduit à n'être qu'une administration. Alors, en quoi, selon Arendt, ce système des conseils a été une ébauche de résolution de cette aporie? Comment était-il sur la voie de concilier l'esprit révolutionnaire en tant qu'exercice de la liberté et l'impossibilité effective que tous décident de tout à tout moment, impliquant nécessairement l'existence d'une délégation? Peut-il y avoir un système de délégation qui ne soit pas représentation au sens où nous l'entendons, et qui permette cependant au mandant d'agir, c'est-à-dire de ne pas être, comment dire, de ne pas être ligoté d'une certaine manière par le mandat qu'il a reçu de ses mandants. Parce que il peut y avoir dans la vie politique des moments d'urgence, effectivement, où il faut prendre des décisions sans nécessairement revenir à la base pour savoir ce que tout le monde en pense, etc. Je veux dire, à partir du moment où il y a
comment dire, même dans un système de délégation où il y a des organismes qui ne sont pas exactement, qui sont plus restreints, si vous voulez, que les organismes de base, eh bien, ces organismes doivent pouvoir être aussi des organes d'action et pas seulement des organes d'enregistrement des desiderata de la base. Alors évidemment, là, il y a tout un risque de, comment dire, de confiscation du pouvoir. Mais bon, ça, effectivement, c'est un risque qu'il est, très, très difficile de maîtriser complètement. Alors, donc, par rapport à la question d'un système de délégation qui permette cependant au mandant d'agir, de quel type serait le lien entre mandant et mandaté, puisque le premier niveau, si vous voulez, c'est le niveau des conseils, hein, le niveau de la base. Et là, dans le discours d'Arendt change de modalité, c'est-à-dire que elle ne va pas analyser historiquement tel ou tel système ébauché de conseils, mais elle se situe au conditionnel, c'est-à-dire elle tente de penser ce que pourrait être un tel système à partir d'un condensé des expériences déjà menées. Alors, si on revient à la base, hein, on va dire que tout un chacun est admis à paraître et à forger son opinion au sein du groupe. Et l'activité politique est l'occasion pour les uns de révéler aux autres des qualités proprement politiques. En particulier, dit Arendt, l'intégrité personnelle, le courage et le jugement et la capacité de jugement personnel. Et effectivement, il s'agit bien d'une différenciation qui n'instaure pourtant ni inégalité ni domination, dans la mesure où elle est reconnue non pas par des inférieurs, mais par des égaux, par des pairs. Et le nom d'une telle reconnaissance, selon Arendt, est tout simplement la confiance, c'est-à-dire l'existence d'un lien personnel et amical qui se tisse entre les participants à une action menée en commun. Donc, ce seraient ceux dont les pairs, PAIRS, auraient reconnu des qualités, hein, des qualités donc à la base, qui seraient envoyées au niveau supérieur, qui regroupe des délégués issus des conseils inférieurs, et ainsi de suite, jusqu'à un conseil suprême. Chaque niveau constituerait constituerait au fond un nouveau centre de pouvoir qui regroupe à chaque fois des pairs qui se rediviseraient, s'affronteraient en fonction de leurs opinions, librement échangées et confrontées. Et donc là, se développerait un système de coordination qui n'émanerait pas de l'imposition d'une unité par le haut, mais qui serait de type fédératif. Et ainsi, d'après Arendt, se constituerait un système de gouvernement constitué d'une fédération de pouvoirs au pluriel. Alors, c'est là qu'on va arriver à quelque chose qui est, à une proposition d'Arendt qui est assez bizarre. Alors, dans le texte sur la Hongrie, Arendt présentait le système des conseils comme la seule alternative démocratique que nous connaissons au système des partis. Alors que dans l'essai sur la Révolution, elle affirme la présence d'un principe aristocratique au sein d'un tel système. Aristocratique, non pas au sens d'une noblesse, mais au sens d'une espèce de sélection des meilleurs. Alors, en cela, il faut bien voir que et là, comment dire, Arendt se situe dans la tradition républicaine, tradition républicaine, qui est une tradition issue des républiques italiennes avec Machiavel, qui est issue aussi des expériences des Anglais et dont elle trouve comment dire, des explicitations plutôt chez Montesquieu que chez Rousseau. Euh, donc, ce serait effectivement
Alors, elle emploie ce mot tout en disant on n'aime pas trop ce mot, quelque chose comme une élite, c'est-à-dire comme des gens qui se différencieraient d'une certaine façon des autres. Euh, mais il y a ça, mais un tel principe s'appuie sur un fait, hein, qu'elle constate, et c'est pas ce que vous allez en penser. Elle dit le mode de vie politique n'a jamais et ne sera jamais le mode de vie du grand nombre, même si, par définition, les affaires politiques intéressent le nombre total des citoyens. Ça veut dire que lorsque, en tout lieu, des espaces de parole et d'action sont lorsque dans une révolution, excusez-moi, des espaces de parole et d'action sont relancés en tout lieu, s'ouvrent en tout lieu, on peut dire que les révolutions relancent les dés de la participation. Mais même à ces moments, le nombre de ceux qui s'enthousiasment pour le bonheur public, au point d'y consacrer l'essentiel de leur temps, ne recouvre jamais l'ensemble d'une population, a fortiori dans les périodes non révolutionnaires. Et donc, dit-elle, la contrepartie de la participation est toujours une certaine auto-exclusion. Elle dit, si ceux qui font partie des conseils se recrutent elles-mêmes, ceux qui n'y appartiennent pas s'excluent d'eux-mêmes. Donc, dans cette mesure, les conseils, aussi démocratiques et ouverts soient-ils, sont d'emblée sélectifs. Et donc, au fond, ce que souhaite Arendt, c'est ce qu'elle attend de ces conseils, c'est qu'elle donne la possibilité aux meilleurs, et, quel que soit leur milieu social, de parvenir à l'exercice des responsabilités politiques. Mais là, et c'est là que il y a quelque chose là où on a l'impression qu'elle dérive quoi, un petit peu. Elle transforme ce fait en droit. C'est-à-dire, elle écrit que seuls ceux qui auraient fait la démonstration qu'ils se souciaient d'autre chose que de leur bonheur privé et s'intéressaient à l'état du monde auraient le droit de se faire entendre pour ce qui est de la conduite de la République. Les autres, dit-elle, jouiraient alors de la liberté négative de non-participation à la politique, et elle ajoute, en d'autres termes, alors tout ça est au conditionnel, hein, pareille forme aristocratique du gouvernement signifierait la fin du suffrage universel tel que nous le connaissons aujourd'hui. Bon, alors personnellement, je vois mal comment une révolution moderne en viendrait à abolir le suffrage universel. D'autant plus que la distinction entre ceux qui participent et les autres est une distinction mouvante, de sorte que transformer le fait de la participation en droit de décider risquerait de reconduire la barrière entre le grand nombre et la minorité. Donc là, vous voulez, on a l'impression comment dire, une espèce de dérive à partir de sa propre élaboration. Mais justement, à mon avis, j'ai pas envie de m'arrêter là pour dire c'est dégoûtant, elle Arendt, ce qu'elle veut, c'est une aristocratie, etc., etc., parce qu'en fait, tout ça est au conditionnel de toute façon. Mais je crois que elle pointe un problème réel qui est constitutif de toute démocratie participative. C'est pas seulement que ceux qui décident en participant décident aussi pour ceux qui ne participent pas. Et de plus, même si des personnalités s'y révèlent à elles-mêmes et aux autres, de fait, et on l'a tous constaté, les assemblées ne sont pas l'occasion pour tous de manifester des capacités politiques. Pas parce qu'il y aurait des habilitations statutaires, mais parce que tout le monde ne prend pas la parole, n'en a pas forcément envie. Certains peuvent aimer à être là sans s'exprimer. Tout le monde ne fait pas de propositions. Sans parler aussi des obstacles sociaux du type division homme-femme qui ont longtemps été les obstacles majeurs à leur participation dans les groupes politiques. Mais nous sommes bien placés, j'inclus Michel, je dirais Michel et moi, pour savoir qu'il ne suffit pas d'être entre femmes pour que ce genre de problème ne se pose pas.
Et donc, si vous voulez, je voudrais en fait terminer sur voilà comment dire, une des difficultés hein, que rencontre comment dire le désir que nous avons d'étendre, enfin, comment dire, que la participation de tous et toutes soit effective et constitutive d'une république, mais en même temps, je crois qu'il y a de nouveaux problèmes finalement qui se posent, c'est-à-dire que aucun système, quel qu'il soit, n'est exempt de problèmes, quoi. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Alors, je ne sais pas du tout, Merci, merci. voilà. Ça va Merci. comme temps? Oui, oui, très bien. Tout va très bien. Donc, je vous invite à poser vos questions, ou faire des commentaires. Et vraiment, ton exposé, Martine, était vraiment particulièrement éloquent, à la fois dans la précision de la pensée de Hannah Arendt, avec cet examen justement sur les révolutions et l'insistance que tu as prise à réfléchir avec Hannah Arendt sur, en particulier, la République des conseils. On oublie trop souvent de la Hongrie, et je crois que toute cette difficulté à saisir la question de la séparation du politique et du social, et d'autre part, la priorité que donne Hannah Arendt sur justement cette spontanéité révolutionnaire que d'autres ont déjà abordé, Claude Lefort, rappelle-toi, lorsque celui-ci expliquait que les hommes en révolution, c'est la capacité de faire comme s'ils avaient la loi pour eux, c'est Mm, tout ce processus qui me semble mm, bien mise en perspective dans ton exposé d'Hannah Arendt, et puis avec cette conclusion problématique, mais on ne peut plus intéressante, qui fera l'objet sans aucun doute de nos débats l'année prochaine, et ça fera partie de nos interrogations le 29 juin. Je voudrais simplement préciser là une petite... je ne pensais pas que tu allais partir du texte de AOC, hein. Quand j'ai cité le pouvoir d'agir dans tous les domaines, c'est pas mon expression à moi, hein. Je ah bon. l'emprunte à Pierre Leroux, qui lui-même exprime le point de vue d'un nombre non négligeable de prolétaires dans les années 30. C'est une définition qu'il donne de la citoyenneté dans sa plus pleine expression, donc le pouvoir d'agir dans tous les domaines. Et c'est une expression qu'on retrouve à peu près dans tous les manifestes des prolétaires entre 1830 et 1840. Mm, C'est comme si c'était un mot qui était quelque chose qui se répandait, pas un mot, mais une idée qui se répandait mm, pour montrer à quel point le droit ne suffit pas. La citoyenneté était vraiment l'équivalent du pouvoir d'agir, même si ceux-ci n'avaient aucun droit et que, dans un premier temps, ils réclamaient des droits, mais ils ont réclamé des droits tout en exprimant leur pouvoir mm, d'agir. Et c'est souvent le cas de Pierre Leroux, c'est lui qui a défini le socialisme, et là, il définit ce qu'est la citoyenneté pleine et entière, mais en fait, c'est l'expression d'un nombre extrêmement important de ses congénères, puisqu'on sait que lui-même était à la fois, entre guillemets, non pas un intellectuel, mais presque, tout en étant un prolétaire, et ils étaient assez nombreux dans mm. ce cas-là, à cette époque. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de question telle Il n'y a pas de quelle. question. Il y a juste Pierre Calfa qui demande s'il peut intervenir. Non, d'abord, vraiment, merci pour votre exposé qui était très intéressant. Je voudrais partir, bon, avant de venir sur Hannah Arendt, une petite remarque sur l'affaire des Trente Glorieuses et l'oubli de la liberté comme pouvoir d'agir. Bon, il se trouve que dans les Trente Glorieuses, dans à peu près tous les pays, il n'y a jamais eu autant de mouvements sociaux, euh, que ce soit les mouvements anticoloniaux ou les mouvements sociaux ouvriers qui ont abouti à mai 68 et à tout ce qui a tourné autour. Donc je trouve que c'est un peu curieux de caractériser les Trente Glorieuses comme ça, mais enfin bon, ça serait un autre débat, c'est pas vraiment là-dessus que je voulais intervenir, mais enfin je voulais quand même faire cette remarque parce que ça me paraît un contresens
total. Bon. Par contre, je vais revenir sur ce que vous avez dit sur la question de la démocratie, la conception de la démocratie d'Hannah Arendt. Et il me semble que, il y a un lien assez fort, bon, entre sa conception de la politique qui doit, comme vous l'avez évoqué très rapidement au début, qui évacue le social et l'économique de la politique, bon, et sa conception de la démocratie comme euh, entre guillemets, gouvernement des meilleurs, ce que vous avez appelé une dérive à la fin, mais qui n'est pas du tout une dérive, hein, euh, qui est quand même assez profonde dans Hannah Arendt. Il y a une citation que vous n'avez pas, vous avez donné la citation sur, bon, mais il y en a une autre qui est aussi assez effrayante quand même, qui est tirée de son papier sur la Révolution hongroise, dans lequel elle dit en réalité, il n'est pas sûr du tout que les principes politiques d'égalité et d'autonomie puissent s'appliquer à la sphère de la vie économique. Après tout, la théorie politique des anciennes n'avait peut-être pas tort lorsqu'elle affirmait que l'économie, liée comme elle est aux nécessités de la vie, requérait pour bien fonctionner la domination des maîtres. Bon, c'est tiré de ces papiers sur la Révolution hongroise. Bon. Donc, il y a un rapport, à mon avis, tout à fait direct et très important dans la conception d'Hannah Arendt entre, d'une part, le fait que la sphère de la politique ne s'applique ni au social ni à l'économique, et c'est ce qu'elle reproche, par exemple, à la Révolution française, hein, d'avoir essayé de rentrer dans la sphère sociale, et encore plus hein, évidemment sur la révolution russe, bon, et d'autre part sa conception élitiste, hein, aristocratique hein, de la démocratie. Je pense que ça, c'est un point qui me paraît tout à fait décisif. Hein, bon, voilà. Donc, donc, ce n'est pas simplement une dérive, c'est pour moi, je pense en tout cas, une conception qui est extrêmement profonde chez elle. Hein. Par ailleurs, bon, vous n'avez pas parlé, bon, ce qui est assez logique hein, vu le thème de ses liens avec Heidegger, bon, donc ils ne sont pas sans rapport avec ça, par ailleurs. Bon, euh, donc, donc je pense que c'est un problème majeur. Bon. Ensuite, le, le point, le second point que je voulais, et j'arrête après, est sur la question du pouvoir. Bon, euh, c'est-à-dire que ce que vous avez très, très bien expliqué, euh, euh, bon, dans la conception d'Hannah Arendt, le pouvoir appartient à un groupe, n'appartient pas à un individu, et, et, mais pour quelqu'un qui est censé euh, et ensuite, vous expliquez vous avez expliqué si le groupe se divise, le pouvoir se délite. Bon, or, pour quelqu'un qui est censé avoir analysé le totalitarisme, et notamment le totalitarisme nazi, le fonctionnement du totalitarisme nazi, ce que montrent tous les historiens, bon, c'est justement l'inverse de ça. C'est-à-dire que c'est un pouvoir totalement divisé, éclaté, bon, entre différents groupes et qui, in fine, bon, se reconnaît dans le pouvoir du Führer, bon, qui donne le là, bon, et qui choisit entre les différents groupes éclatés, etc. Donc je pense que son analyse hein, du pouvoir est assez contradictoire bon, avec ce qu'a été le totalitarisme dont elle a par ailleurs analysé assez pertinemment un certain nombre d'aspects, et notamment le lien entre l'extermination faite par les nazis et le colonialisme, qui est tout à fait pertinente par ailleurs. Voilà, enfin j'arrête là-dessus. Bon, Euh, C'est si- parti. oui, alors là, il y a évidemment énormément de choses. Euh, et d'ailleurs, j'ai un petit peu volontairement amené cette histoire de l'aristocratie parce que je sais très bien comment tout cela est interprété. Enfin, c'est vrai qu'il y a ces phrases-là chez Arendt, ça c'est certain. Hein. Maintenant,
tout dépend, je crois, plutôt que de s'offusquer et de reconstituer comme ça une espèce une espèce de nœud qui serait impossible à dénier et qui serait son intention profonde. Moi, je procède autrement. Alors, d'abord sur le totalitarisme. Arendt est la première à constater, si vous voulez, dans les origines, à analyser comment la bureaucratie nazie, le parti nazi vient doubler toutes les institutions de l'État, qui est une façade, et il y a comment dire, le centre de décision, en fait, on ne sait jamais très bien où il est, parce qu'il passe de l'un à l'autre, et effectivement, les bureaux sont en compétition constante les uns par rapport aux autres, mais justement, il ne s'agit pas de pouvoir en ce sens dans tout ça. Là, justement, elle essaye de donner au mot pouvoir un sens qui correspond précisément à ce que les nazis ont voulu détruire, c'est-à-dire la politique, c'est-à-dire la possibilité d'une émergence spontanée de groupes d'action dans la société. Je veux dire, ça n'a absolument rien à voir, c'est absolument pas contradictoire avec ce qu'elle analyse dans les origines du totalitarisme. Pour elle, justement, la plupart des gens, il y a tout un ensemble de théories du totalitarisme qui disent que c'est l'extension maximale de la politique. Alors, si on conçoit la politique comme ça, alors effectivement, on développe, dire c'est haïssable la politique si c'est ça. Hein, si le développement maximal de la politique, c'est le totalitarisme, alors à ce moment-là, il n'y a plus qu'à aller se coucher parce que c'est affreux, quoi. Or, justement, tout son effort théorique, c'est de repenser la dignité de la politique et de la repenser à partir de l'action et du pouvoir qui sont justement pas, qui sont ouverts à tout le monde précisément, qui sont ouverts à tout le monde. Alors maintenant, justement, cette histoire du social et de l'économique, c'est beaucoup plus compliqué qu'une évacuation pure et simple comment dire, des questions sociales et des questions, et des questions économiques. Si vous voulez, politique, si vous voulez, c'est une question à partir de laquelle il y a plusieurs options possibles, plusieurs opinions possibles, c'est une question qui n'est pas justement déterminée. Et aux différentes époques disons de l'humanité, les questions qui rentrent dans l'espace politique ne sont pas les mêmes. Et c'est un fait que les questions sociales, les questions économiques sont entrées dans l'espace politique. C'est quelque chose qu'elle reconnaît. Et maintenant, donc la question, si vous voulez, alors je vais reprendre peut-être pour vous dire cette histoire des conseils dans le texte sur la Révolution hongroise. C'est vrai qu'on peut être choqué par ce qu'elle dit, de manière un peu provocatrice d'ailleurs, sur comment c'était dans l'Antiquité. Mais c'est vrai que c'était dans un sens, c'est vrai, pour elle, c'est vrai que le politique, hein, comme nous l'entendons, est né dans l'Antiquité grecque. Mais il est né effectivement dans des limites très particulières qui sont que une partie, mais pas tous, parce qu'il y avait aussi d'ailleurs des artisans dans les agoras, une grande partie des citoyens passaient tout leur temps sur l'espace public parce que il y avait des esclaves qui travaillaient pour eux. Bon, c'était comme ça. Et c'est comme ça que des espaces d'action, au fond, ont pu apparaître dans l'histoire de l'Occident, précisément parce que c'était des gens qui n'étaient pas forcés, qui ne travaillaient pas, justement.
Donc, elle dit pas ah, c'est bien dommage que enfin, il faudrait qu'il y ait de nouveau des esclaves, mais elle constate parce que la politique, effectivement, c'était une passion qui dévorait littéralement les gens et que pour passer son temps sur la place publique, bah, il fallait bien que d'autres travaillent et produisent. Hein. Alors maintenant, sur la question de la distinction entre les... Il faut voir aussi sur l'histoire des conseils ouvriers. Hein. Et je crois que ça, comment dire, euh, elle ne connaît pas grand-chose à tout ce qui est autogestion, ça c'est certain. Euh, mais en revanche, elle a en tête ce qui s'est passé, par exemple, en Union soviétique, elle en parle d'ailleurs dans la révolution, la révolution hongroise, où quand, comment dire, on doit élire un directeur d'usine, on l'élit à partir de capacités qui ne sont pas directement des capacités de compétence. Et le problème, si vous voulez, qui se pose, c'est que quand on a affaire à comment dire, une démarche de production, hein, donc quand on est dans l'économique d'une certaine façon, eh bien, est-ce que la question, si vous voulez, qui est posée, et je crois que c'est une vraie question, est-ce que tous les postes de responsabilité, quand bien même on serait dans une autogestion ouvrière, est-ce qu'il ne faut pas, comment dire, un critère de compétence, au fond, qui n'est pas un critère politique directement. Hein. Et c'est pour ça qu'elle a ce passage sur les conseils ouvriers. Hein. C'est pas qu'elle veut. Alors évidemment, c'est vrai qu'elle dit après tout, quand pendant l'Antiquité grecque, il y avait des esclaves. Alors on se jette là-dessus pour dire elle veut qu'il y ait de nouveau des esclaves. Je crois qu'il faut essayer en lisant le texte, de saisir le problème qu'elle pose. Hein. Euh, voilà. Maintenant, effectivement, j'ai pas parlé de Heidegger à dessein. Nous en reparlerons sans aucun doute, mais je pense qu'il faut aussi que les uns et les autres, nous tous, nous apprenions à lire avec énormément d'attention. Et moi, je retiens vraiment ce que tu disais en citant Hannah Arendt, la question de la parole, c'est quand même un mode d'action qui est de l'ordre de la pluralité. Et cette pluralité, je crois que tous, y compris au sein de Copernic, il nous importe de saisir le sens de la pluralité. Et de ce fait, je vais vous envoyer à tous, je ne pensais pas que tu allais partir du texte d'AOC, je vais vous envoyer à tous le texte que j'avais écrit à la demande d'AOC sur la question de la démocratie. Vous pourrez juger sur place et sur pièce en lisant et en apprenant à lire. Il n'y a pas d'autres intervenants, donc je vous donne rendez-vous le 29 et surtout préparons l'année prochaine. À très bientôt dans l'écoute, l'entente et la pluralité. Merci à vous.